N'ouvre surtout pas de PEA en bourse, surtout si tu fais ces 5 erreurs fatales. Tout investisseur ou jeune investisseur, quand il souhaite se lancer en bourse, a entendu parler de la fameuse enveloppe, le PEA. Mais il faut savoir qu'il y a énormément d'erreurs qui sont commises et justement dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 erreurs les plus courantes sur ton PEA que tu ignores actuellement. En tout cas, j'espère que tu vas bien, jeune investisseur. C'est Sonny, fondateur de Sequoia, l'école qui a pour but d'apprendre aux particuliers à apprendre à investir en bourse. Alors premièrement, le PEA, je pense que tu sais déjà ce que c'est, on va pas revenir dessus, mais il y a certaines subtilités sur lesquelles tu dois bien faire attention. Premièrement, le PEA en France, il faut savoir que, là je te présente le contexte 2024, il faut savoir qu'il y a une évolution du nombre de PEA en millions qui évolue très fortement. Il y a plus de 4% en 2023 avec un encours moyen par plan à 15 660 €. Donc tout ça, c'est les sources de la Banque de France 2024 et l'INSEE. Et on va passer tout de suite à la première erreur. Première erreur, jeune investisseur, c'est de faire trop d'ETF et donc qui fait une fausse diversification. Pour moi, un PEA blindé d'ETF, de 6 à 7 ETF, c'est une fausse impression de diversification. Tu vas diluer tes gains potentiels et avec des secteurs qui vont se chevaucher, tu vas peut-être avoir une surexposition sur un marché particulier. Tu compliques en plus de ça le suivi de ton portefeuille, donc c'est pas ce qui est recommandé. Et en plus, bien sûr, tu as un risque accru de décision émotionnelle vu que tu vas avoir plusieurs lignes à gérer. Tu vas peut-être voir une ligne qui va être un peu moins performante qu'une autre, donc du coup tu vas peut-être revendre. Donc pour moi, quand on débute, c'est pas des conseils d'investissement encore que je vais te donner, d'accord, c'est juste une réflexion. Pour moi, un seul ETF, d'accord, peut largement se suffire. C'est le MSCI World par exemple. Privilégier, voilà, pour ceux qui souhaitent se lancer, soit un ETF World ou 2 ETF complémentaires. Justement, c'est ce que je te présente sur cette diapo là. Pour bien débuter, 2 à 3 ETF maximum sont largement suffisants. Pourquoi est-ce que ça suffit? Tu vas avoir une simplicité de suivi, une minimisation donc des frais de transaction, moins de risque de chevauchement entre ETF et une meilleure compréhension de ton portefeuille. Par exemple, là, ce que tu peux faire, voilà, si tu débutes, tu peux avoir par exemple un Amundi PEA Nasdaq 100 et tu peux très bien aussi partir sur le HSBC Eurostock 50 pour t'exposer au marché européen. D'accord? C'est un simple constat. Et si tu souhaites apprendre justement à construire un PEA performant, un portefeuille en bourse, il faut savoir que Sequoia propose aussi un programme d'accompagnement où on suit actuellement plus de 1000 élèves. Donc si tu es intéressé pour suivre ce programme, tu as le premier lien dans l'inscription pour réserver un appel, soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe. On va pouvoir t'expliquer comment fonctionne l'école Sequoia et si bien sûr nous pouvons t'aider. Donc voilà, ça c'est la répartition, d'accord, mais il existe plein d'autres répartitions possibles. L'erreur numéro 2, c'est les dividendes étrangers et ça c'est le piège fiscal méconnu. Alors quand je parle de dividendes étrangers, c'est tout ce qui est actions européennes. Tu vas voir un peu plus tard, je vais t'expliquer. Le problème fiscal, ça c'est souvent ignoré, c'est que dans un PEA, tu vas avoir le retenu à la source étrangère sur les dividendes et là bien sûr, contrairement au CTO, c'est que ce n'est pas récupérable en tant que crédit d'impôt. Tu sais, normalement, tu peux récupérer, tu vois, comme je dis, contrairement au CTO, aucun crédit d'impôt ne peut être accordé dans le PEA pour compenser. Donc ça, c'est un peu biaisé et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le dividende est amputé dès la réception de ce dividende. Donc en fait, c'est vraiment embêtant. Par exemple, tu as du ASML, donc une entreprise, donc Pays-Bas néerlandaise. Et bien donc là, tu vas avoir une ponction, d'accord, directement du pays en question qui va donc réduire tout ça. Donc voilà, à savoir, c'est plus de 70% des actions européennes éligibles au PEA appliquent une retenue à la source entre 15 et 30% du dividende. Donc c'est pour ça que c'est un peu embêtant. Moi, je préfère vraiment privilégier les actions françaises à l'intérieur du PEA. Alors attention, d'accord, si tu as des actions européennes mais où tu cherches la croissance, c'est peut-être intéressant. Mais en tout cas, avoir des dividendes, enfin miser sur une stratégie d'action à dividendes dans un PEA, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Pourquoi? Parce que tu vas avoir, comme je te l'ai dit, une précompte. Donc tu as plusieurs précomptes selon les pays. Des retenues à la source qui sont totalement différents avec des taux qui sont différents. Par exemple, tu as l'Irlande avec 15%, Luxembourg 15%, Pays-Bas 15%, l'Espagne 21%, Portugal 25%, on a l'Italie à 26%, l'Allemagne 26,37%, le Danemark 27%. Et tu vois, tu peux même aller sur la Belgique et la Suède où tu as une retenue à la source de 30%. Donc t'imagines en fait en tant qu'actionnaire, tu vois, comme je l'ai mis, dans une entreprise néerlandaise, d'accord, eh bien tu vas avoir un dividende brut de 100 €, une retenue à la source de 15% qui va s'appliquer, donc tu vas recevoir 85 € sur ton PEA. Donc déjà il y a une retenue à la source. Mais il ne faut pas oublier, c'est que sur ces 85 €, lorsque tu vas retirer ensuite tes dividendes, imaginons d'accord que tu as attendu 5 ans avant de retirer, donc tu privilégies de l'exonération sur l'impôt sur le revenu. Là, tu devras juste 17,2 après 5 ans, mais ça fait 15% plus 17,2%. Donc là, tu vois qu'on est bien largement au-dessus de la flat tax. Enfin, on est à plus de 30% d'imposition. Donc ça reste embêtant, tu vois, sur les dividendes. Donc une stratégie à dividendes sur PEA avec des actions étrangères, c'est pas ce que je recommande. L'erreur numéro 3, je la considère un peu comme le biais de domestique, c'est-à-dire qu'on va être plus sensible à ce qu'on possède, à ce qui est en rapport un petit peu avec nous. Donc là, plutôt le pays en question. C'est-à-dire que le PEA seul, on va se dire, ok, je préfère investir sur une
uniquement les actions françaises, uniquement sur les actions européennes, mais il faut savoir que la performance en tout cas de l'Union européenne, quand tu compares l'Union européenne et les États-Unis par exemple, il y a vraiment un gros gap. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le PEA bien sûr va être limité en termes d'investissement. Attention, je préfère mettre un point, je parle bien hors ETF. Avec les ETF bien sûr synthétiques, tu peux intégrer, tu vois, comme je dis, les ETF éligibles au PEA doivent investir plus de 75% en actions européennes, souvent via réplication synthétique pour accéder au monde. Voilà, mais il peut y avoir aussi des ETF synthétiques sur les pays émergents, exactement aussi pareil avec les S&P 500, le MSCI World, bref, tu peux également faire tout ça. Cependant, là, je parle vraiment de hors ETF, c'est-à-dire que si vraiment tu as envie de saisir la performance d'une action individuelle, tout simplement une action américaine, tu ne pourras pas intégrer des actions dans ton PEA. Donc en fait, ce qui est recommandé, moi ce que je fais personnellement, c'est que je viens saisir mon exposition au marché européen sur mon PEA et en même temps avec du stock picking sur mon compte titre ordinaire USA et monde pour une vraie diversification internationale. Aussi, j'aimerais rajouter, c'est que tu ne peux pas sur ton PEA investir à travers un ETC, donc ce qu'on appelle donc un Exchange Traded Commodities, c'est-à-dire que tu ne peux pas acheter des ETF qui viennent répliquer le cours de l'or. Là, malheureusement, c'est un peu embêtant si tu as envie de t'exposer à l'or. Tu ne pourras pas avoir de matière première. Si on prend maintenant avec un tableau, d'accord, pour bien comparer les deux concernant le PEA et le CTO, d'accord, je parle de matière hors ETF. Il y a actions UE et bien sûr européenne et française uniquement dans le PEA. Et dans le CTO, cependant, tu peux vraiment beaucoup plus te diversifier. Il y a un plafond de versement également sur ton PEA. Le CTO, il n'y a aucune limite. Bref, tu connais la différence. La fiscalité, bien sûr, tu as une exonération d'impôt sur le revenu après 5 ans. Bien sûr, attention aux actions étrangères. Et tu as aussi un PFU donc sur le CTO de 30% qui correspond à 12,8% donc d'imposition d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Bien sûr, les actifs non éligibles, alors bien sûr, ce sont les actions, d'accord, hors zone euro comme par exemple les États-Unis. Et par contre, voilà, de même que les matières premières, la crypto-monnaie, le CTO, presque aucune restriction. Alors, je parle bien aucune restriction parce que les crypto-monnaies, d'accord, tu peux maintenant sur un CTO, je vois souvent qu'on peut intégrer, il y a des plateformes qui proposent donc d'investir sur les crypto-monnaies, donc c'est tout à fait possible. Et une stratégie donc recommandée, moi comme je te l'ai dit, c'est de diversifier à la fois sur un PEA et aussi diversifier à la fois sur ton CTO. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que mon PEA est uniquement réservé pour les actions vraiment françaises. J'ai deux valeurs européennes, comme par exemple j'ai ASML où je possède une forte part dedans, et également je possède Accenture. Donc voilà, c'est deux actions européennes que je possède dans mon PEA. Et sur mon CTO, j'ai vraiment uniquement des actions américaines. Donc voilà, pour bien diluer les deux. Mais par contre, rien ne t'empêche toi d'intégrer des ETF synthétiques pour répliquer l'indice du S&P 500 sur ton PEA, avec des ETF bien entendu. L'erreur numéro 4, c'est de sous-estimer les frais. Et ça encore, je le dis et je le répète, attention sur le PEA, quel courtier, quelle banque en ligne tu vas choisir lorsque tu vas investir. Parce que l'effet boule de neige, lorsqu'il y a des petits pourcentages qui sont ponctionnés sur ton PEA, ça fait énormément mal. Je vais te montrer justement à la fin. Tu vas avoir des frais d'ouverture, tu vas avoir des droits de garde, des frais d'ordre, des frais cachés sur les ETF, bref, avec des spreads, etc. Donc moi, ce que je te recommande, c'est vraiment attention, il faut être ultra, j'aime bien dire, picsou, entre guillemets, sur le choix de ton PEA. La stratégie recommandée, c'est de choisir un courtier en ligne à frais réduits et investir régulièrement sans multiplier les ordres. Je vais t'en faire voir du coup quelques-uns, parce que il faut bien que tu comprennes, c'est que seulement 2% de frais annuels, tu perds près de 50% de ta performance finale sur 25 ans. C'est énorme. Et si pour te donner un peu un ordre d'idée, tu vois 2% l'impact sur 25 ans, tu vois avec un rendement, tu vois avec frais de 2% et avec un rendement de 7%, tu vois voilà sans frais, tu vois très clairement que il y a énormément d'argent économisé entre les deux, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors maintenant, tu vas me dire quel PEA, quel courtier est-ce que je peux choisir pour investir sur cette enveloppe. Les écarts peuvent être vraiment considérables entre les deux. Par exemple, tu vois, je t'ai fait une colonne frais d'ordre, une colonne de droits de garde et autres frais. On peut voir que vraiment, tu vois, comparé aux banques traditionnelles, on voit vraiment qu'il y a un écart énorme. Par exemple, tu vois, avec Trade Republic, les frais d'ordre, tu vois, donc ce sont de 0 € et là, on a 0,5% d'ordre inférieur à 2000 €. Fortunéo, c'est à partir de 1,95 € et Bourse Direct à partir de 0,99 €. Donc tu vois que ça reste minime. Contrairement même aux droits de garde, tu vois qu'il y a vraiment aucun droit de garde sur d'autres courtiers en ligne, notamment Bourse Direct, la banque en ligne Fortunéo ou Trade Republic, contrairement aux autres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les frais de courtage, alors ça c'est une info de l'AMF, et que les frais de courtage des banques traditionnelles peuvent être jusqu'à 10 fois plus élevés que ceux des courtiers en ligne spécialisés. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi je te déconseille d'aller sur une banque traditionnelle pour investir sur ton
ton PEA. L'erreur numéro 5, c'est un portefeuille sans boussole. C'est-à-dire que là, tu vas acheter au hasard du Air Liquide, du Total Energy, un ETF World, Orange, LVMH, ETF Nasdaq, ETF Dividende, Michelin, vraiment un peu de tout sans savoir ce que tu vas faire. Et donc en fait, il n'y a pas de construction que j'appelle cohérente. Premièrement, c'est-à-dire que les achats vont être dictés principalement sous le coup des émotions, avec des conseils hasardeux que tu peux retrouver sur YouTube, sur TikTok, etc. Tu vas avoir des doublons sectoriels aussi. J'ai énormément de personnes qui investissent à la fois sur le S&P 500, sur le MSCI World et également sur le Nasdaq 100. Donc en fait, c'est une surexposition aux États-Unis. Ils s'en rendent pas compte. Et donc quand je reçois des élèves à l'intérieur de ma formation, bah justement, ils apprennent à réorganiser leur portefeuille avec des outils vraiment sur mesure et ça de manière tout à fait autonome avec un groupe privé. Encore une fois, si tu es intéressé pour rejoindre mon programme d'accompagnement, tu as le premier lien dans la description pour me rejoindre et découvrir l'écosystème Sequoia. Donc voilà, encore une fois, comme je t'ai dit, il y a une incohérence entre les objectifs et les investissements réels. Donc pour moi, un portefeuille qui stagne depuis des années malgré une hausse globale des marchés, s'il y a un problème. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu reprennes en main ton portefeuille avec des outils et vraiment avec quelque chose de spécialisé dans ton apprentissage, d'accord? Alors quelle stratégie est-ce que j'ai mis en place avec les élèves pour justement apprendre à construire un portefeuille solide? Eh bien, c'est la formule 4D, c'est-à-dire donc de construire un portefeuille sous 4 dimensions. La première dimension, je t'ai flouté les autres, d'accord, pour qu'on y aille étape par étape. La première dimension, c'est de choisir donc un terrain qu'on appelle passif, c'est-à-dire une base solide et diversifiée. Ensuite, c'est une des actions de qualité, c'est-à-dire que là, on construit un terrain passif parce qu'on sait que les ETF sont diversifiés et possèdent une performance à long terme extraordinaire sur ce type d'actifs. Les actions de qualité vont venir rajouter de la performance, c'est-à-dire que là, on va apprendre à choisir les bonnes actions pour à la fois générer justement l'étage du dessus, des dividendes, des revenus croissants, mais également obtenir donc des plus-values potentielles sur les actions et en même temps donc de réinvestir les dividendes pour atteindre l'étape suivante qui sont les intérêts composés. Et grâce à ça, donc en 2024, sur mon patrimoine, tu vois qu'en janvier, j'ai pu passer de 125 105 euros en décembre, tu vois, où j'ai pu atteindre 217 980 euros, donc où j'ai généré, donc voilà, avec mes plus-values latentes, les dividendes réinvestis, etc., et bien plus de 92 000 euros de gains sur une année, sur l'année 2024. Pour t'expliquer en fait, et la conclusion de la formule 4D, c'est la suivante, c'est qu'en fait, pour construire un PEA, pour revenir sur le PEA, par rapport à cette erreur de construction logique et cohérente et intelligente, c'est qu'en fait, il faut vraiment construire un portefeuille diversifié qui vient s'imbriquer comme des Lego, étape par étape. Les ETF pour te diversifier et choper de la performance, les actions de qualité pour surperformer et booster la performance globale de ton portefeuille, les dividendes pour à la fois faire croître les revenus, obtenir un revenu passif croissant et réinvestir pour faire fonctionner les intérêts composés. Et bien sûr, tout ça vient s'auto-alimenter au fur et à mesure pour faire croître un patrimoine. Et d'ailleurs, c'est ce que font donc plus de 1000 de mes élèves, c'est-à-dire qu'ils ont construit vraiment un patrimoine performant à long terme. Attention, je ne suis pas responsable de leurs gains, d'accord? C'est grâce à eux, c'est grâce à leur apprentissage. Je ne suis pas aussi responsable de leurs pertes, mais tout ça, voilà, ils apprennent de manière autonome, ils échangent entre eux. Tu vois, ça, ce sont des messages que j'ai reçus de leur part. Tu vois que voilà, il y a eu voilà mes résultats de mon CTO depuis 8 mois d'investissement avec plus 19,92%. Bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, d'accord? Un portefeuille boursier, ça monte et ça baisse. On a aussi, tu vois, Mélissa qui a généré plus 5,73%, tu vois, ouvert en février, assez récemment. On a aussi, tu vois, David, on a Nicolas qui a fait plus 21%. On a également Thomas, un autre Thomas, tu vois, 20,30%. Et on a Erwan, tu vois, pareil, qui a généré 3727 euros sur son patrimoine global. Donc, plutôt des élèves qui sont très satisfaits. Donc, n'hésite pas, si tu as besoin d'être suivi, être formé et être accompagné de manière sur mesure, tu as le premier lien dans la description pour réserver un appel, soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe, où on va t'expliquer comment l'école Sequoia fonctionne et comment est-ce qu'on peut t'aider. Jeune investisseur, cette vidéo est terminée. C'était Sony. Que la croissance et le rendement soient avec toi. Pense à t'abonner et à laisser ton plus beau pouce vert. Également, j'ai oublié de le dire. À très bientôt.